Euh, D'abord, je remercie l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et l'Organisation internationale de la migration pour cette invitation. On est très honoré de participer à cette école d'été. Mon nom est Melek Lahwa, je suis médecin, je suis directeur exécutif de l'Institut Nebras. C'est une chance d'être parmi vous et d'avoir des partenaires institutionnels, société civile, instances indépendantes pour discuter de ce problème qui touche notre société tunisienne. Et d'ailleurs, le fait de l'organiser à la mairie, ça prouve que c'est un problème qui touche la cité, qui touche la société tunisienne. Je vais parler en français, donc je remercie mes collègues traducteurs et ma collègue pour les slides. Alors, le premier slide... Rapidement, l'Institut Nebras est un institut indépendant, c'est une organisation non gouvernementale qui opère depuis le 5 décembre 2014. On a un accord de partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, l'instance Vérité Dignité, l'instance nationale justement de lutte contre la traite des personnes. Mais le message qui est à prendre donc take-home message, comme dirait, c'est le travail en réseau. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je le redis encore une fois, d'avoir des partenaires institutionnels, d'avoir des partenaires de la société civile, des instances indépendantes est très important. Ça, c'est le premier message à prendre dans vos notes pour cette présentation. Deuxième chose, notre mission, c'est la prise en charge des victimes de violences intentionnelles, des victimes de psychotraumatisme en général. C'est vrai que peut-être parmi vous nous connaissent comme centre spécialisé dans la prise en charge des victimes de torture. Ça, c'était, si vous voulez, la naissance depuis 2012, le projet qu'on a mis en place avec nos partenaires danois, l'Institut danois contre la torture. Mais très vite, face à un besoin qui vient du terrain, la prise en charge des migrants, tout à l'heure on va le voir, la prise en charge des victimes de traite, on a très vite élargi notre volet et notre champ d'action. Donc, première chose, c'est les violences intentionnelles. Et qui dit violence intentionnelle, c'est un facteur de gravité. Vous ne traitez pas de la même façon une victime d'inondation ou de catastrophe naturelle qu'une victime de violence intentionnelle. Donc, à partir du moment où vous faites face, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ne sont pas, qui sont dans le domaine psychologique, de la prise en charge psychologique, que ce soit des avocats, des juges, des experts du ministère de l'Intérieur, c'est un facteur de gravité. Suivant, voilà. Alors, traite/torture, il y a 2 jours, on a eu une discussion avec un expert de Copenhague qui parlait avec Madame la Présidente de l'instance de lutte contre la traite des personnes. Il disait, est-ce qu'on peut considérer les victimes de traite comme des victimes de torture ? Aujourd'hui, dans les rapports du comité contre la torture, à partir du moment où l'État n'offre pas une protection aux victimes, il est responsable et on peut considérer ça, c'est d'un point de vue juridique. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir au premier slide, c'est de dire que c'est des victimes de violences intentionnelles et qui sont la gravité de ces victimes peut être assimilée à des victimes de torture. D'un point de vue médical, psychomédical. S'il vous plaît. Donc, cet élargissement de l'assistance de Nebras a commencé depuis avril 2018 grâce à un partenariat, un soutien de l'Organisation internationale de la migration qui nous ont fait confiance. C'était un appel à candidature auquel on a participé. C'était un axe stratégique qu'on voulait développer pour porter une assistance aux victimes, aux migrants d'une manière générale. Et par la suite, grâce à un protocole d'entente avec l'instance nationale de lutte contre la traite des humains, qui a été signé donc, le 30 juillet dernier, donc on a mis en place ce mécanisme de référencement
très important le mécanisme de référencement. C'est primordial. Et ça, j'ai vraiment été agréablement surpris d'avoir, en tout cas j'étais content d'avoir dans le programme tout cet aspect d'accès des victimes au système de prise en charge, au système juridique, etc., etc. Donc le mécanisme de référencement dans votre travail quotidien est très important. C'est-à-dire qu'une victime qui ne va pas d'elle-même, une victime de traite ou un migrant, ne va pas de son propre chef aller vers une organisation. Si vous ne le référencez pas, si vous n'avez pas un point focal, une personne de confiance vers qui vous allez référer cette victime. Alors, les moyens altérant le consentement, donc les violences en général, je ne vais pas je pense que vous avez eu toute la panoplie des violences que subissent les victimes, mais les violences font partie intégrante de la définition du cadre légal des victimes de traite. Donc on est face à des victimes graves de violences intentionnelles. Bon. Suivant. Alors, ma collègue Hanan Melgues a fait toute la panoplie, mais ce que je vais essayer de présenter, c'est d'être pratico-pratique, de rattacher ça à des réflexes pour vous en tant qu'intervenant qui pourriez être face à une victime de traite. Next, s'il vous plaît. Donc voilà, en gros, tout ça pour vous dire, vous n'êtes pas bien sûr spécialiste en santé mentale, mais sachez que le diagnostic est difficile. Le diagnostic n'est pas fait de la première rencontre. En tant que psychologue ou psychiatre, nous, avec nos collègues, on prend le temps de revoir la personne pour mettre en place un diagnostic. Vous allez être frustré au cours de votre travail parce que la victime ne va pas revenir. Vous allez lui donner un rendez-vous à 14h, elle va venir le lendemain à 14h, ou elle ne va plus venir du tout, elle va fermer son téléphone, etc. Parce que c'est des victimes complexes. C'est des séquelles psychologiques qui sont complexes. Et pour mettre en place un diagnostic, ça nous prend parfois plusieurs sessions de consultation. Et il faut que la personne soit en confiance, etc., avec des professionnels de la santé qui sont formés, qui sont spécialisés pour pouvoir identifier, pour pouvoir porter secours à ces victimes. Alors ça, tout à l'heure, ma collègue a parlé de ça, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que, et comme a dit ma collègue, c'est qu'il y a l'avant-traite, pendant la traite, après la traite. Tout ce parcours est cheminé de violence et de traumatisme et qui surgit sur un terrain aussi qui est fragilisé, qui est vulnérable. Donc pour vous mettre en tête la complexité de ces traumatismes, de ces victimes. Next. Donc ça aussi on en a parlé. Après. Alors, moi, d'après notre expérience, on voit que le statut de migrant peut être aussi exposer la victime à la traite, parce qu'il y a la vulnérabilité économique, des situations économiques difficiles, les obstacles administratifs. Ça aussi, et je remercie mes collègues de l'instance qui ont été vraiment compréhensifs et qui nous ont suivis dans ce parcours. La victime de traite, quand elle vient chez nous, la première demande face à un psychologue ou à un psychiatre, c'est de dire « je veux rentrer chez moi ». Pas tous, bien sûr, mais une des demandes, et à partir du moment où c'est la principale demande, il est difficile de commencer n'importe quel protocole thérapeutique, processus thérapeutique, si on ne répond pas à cette demande. Et donc très vite, on appelle nos collègues de l'instance pour dire voilà, on veut, c'est la demande première de la victime. Et à partir du moment où on établit cette coordination, encore une fois, très important de travailler en réseau, que le thérapeute peut mettre en place un protocole thérapeutique. Donc ça, c'est aussi très important. Les obstacles administratifs, c'est pour ça, encore une fois, c'est très important de travailler en réseau. Next, s'il vous plaît.
Donc les facteurs de vulnérabilité, je ne vais pas en revenir, on en a parlé. Alors, pour dire, quand une personne est face à un stress et un traumatisme, elle développe ce qu'on appelle un état de stress aigu. Le message que vous retenez, c'est qu'on peut intervenir à une phase aiguë. Très important. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, ma collègue a parlé du stress post-traumatique qui se développe à partir de 1 mois, on va le voir dans le slide suivant. Mais ça a été le cas dans l'intervention d'Ulguet, par exemple. Il y a eu une intervention dans les jours qui ont suivi le diagnostic. Bien sûr, il y a eu des traumatismes qui remontaient à plusieurs mois, etc. Mais il y a des traumatismes aussi qui sont, entre guillemets, frais. Donc on peut intervenir, mais pour ça, il faut être formé, il faut s'adresser à des thérapeutes qui sont formés, qui peuvent intervenir dans l'immédiat pour prévenir, slide suivant s'il vous plaît, le stress post-traumatique. En tout cas, éviter au mieux le stress post-traumatique. Vous avez c'est à peu près 30% des populations, c'est ça? 30% de 36%. Alors, dans notre travail, ça a été toujours discuté l'importance de la prise en charge psychologique pour mettre en place un système, pour participer à la prévention. C'est-à-dire, je m'explique. À partir du moment où on identifie des diagnostics, des pathologies psychologiques ou psychiatriques qui sont rattachées au trauma, on participe à l'identification et au statut de victime de la personne. Donc, non seulement on a un rôle thérapeutique, mais on peut avoir une autre casquette en tant qu'expert pour participer au diagnostic et à l'expertise et dire que vraiment il y a un traumatisme, il y a des séquelles, et ce ne sont pas des histoires qui sont inventées, où il n'y a pas eu de trafic, il n'y a pas eu de traumatisme, etc. Donc ça aussi, très important, l'identification de ces séquelles psychologiques participe aussi à la lutte contre l'impunité, à développer des systèmes et des mécanismes de prévention. Voilà, alors vous avez le traumatisme simple, qui est un PTSD aussi. Donc vous faites, et ça aussi, essayez d'adresser presque systématiquement, si c'est possible, à des collègues, à des psychologues, des psychiatres. Ça aussi, on va le revoir dans les recommandations pour mettre en place ce diagnostic. Mais comme on a vu tout à l'heure, c'est des traumatismes qui sont multiples et qui donnent ce qu'on appelle le complexe PTSD, et qui demande des prises en charge, on va le voir tout à l'heure, globales, qui demandent du temps, qui s'étale sur le temps et qui demandent des professionnels de la santé qui sont spécialisés. Donc ça, je ne vais pas en revenir, mais on va voir tout à l'heure les implications de ce fameux stress post-traumatique dans votre pratique quotidienne. Tout ça, oui, on passe. Ça, tout le monde, tout à l'heure, ça a été détaillé. Pareil, on passe. Bon, on reste sur la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment problématique à traiter et à gérer avec ces victimes parce que c'est très complexe. C'est des personnes qui ont abandonné leur famille pour migrer, qui ont été victimes de traite et qui ont abandonné leur famille, qui ont du mal à revenir au pays. Donc il y a un sentiment vraiment de culpabilité qui est très difficile à gérer. En tout cas, en tant que thérapeute, c'est quelque chose qui demande du temps. Et encore une fois, c'est le travail en réseau qui vous permet de... Parce que tout simplement, elle veut revenir chez elle dans de bonnes conditions. Et la meilleure thérapie... Je me rappelle d'une victime qui était suivie chez nous, qui était orientée par l'OIM et qui avait besoin d'assistance, qui avait un stress post-traumatique très grave, c'était un traumatisme très grave. Mais elle croyait que la thérapie à Nebras allait l'empêcher de rentrer chez elle dans les délais. Et très vite, on a compris ça et on lui a expliqué que on était en contact avec l'OIM pour accélérer son retour.
Donc ça aussi, c'est très important, encore une fois, d'écouter la demande de la personne. Elle avait des traumatismes très graves, elle avait besoin d'assistance psychologique, mais son besoin était de rentrer chez elle. Elle avait 2 enfants qui étaient des enfants qui étaient nés après un viol, d'ailleurs, et elle avait besoin de rentrer chez elle. Et c'était son seul souhait. Et dans ce cadre-là, on a adapté aussi notre prise en charge pour aider ces personnes au retour, préparer le retour. Ce ne sont pas des psychothérapies avec un protocole tel qu'on va, je vais les citer tout à l'heure, mais c'est une préparation au retour. Slide, s'il vous plaît. Bon, la dépression, c'est aussi quelque chose de très fréquent chez ces victimes, et pour ça, on a la chance d'avoir un réseau de psychiatres qui nous aident et qui sont vraiment spécialisés pour la prise en charge de ces dépressions sur un profil de victime de traite. Tout à l'heure, ça a été détaillé. Je passe, s'il vous plaît. Ça aussi, je passe. Je passe. Alors, les troubles psychotiques, ça aussi, tout à l'heure, ma collègue elle a parlé de schizophrénie. Il faut faire attention, il faut faire la distinction entre tous les troubles dissociatifs et qui peuvent être assimilés à des troubles psychotiques qui sont reliés, rattachés et qui sont en rapport avec le stress post-traumatique, avec des problèmes et je me rappelle ça pour des victimes de torture notamment qui ont fait le circuit de plusieurs psychiatres qui étaient traités comme des psychotiques alors que c'est des syndromes de répétition, c'est des dissociations fréquentes à cause de leur traumatisme grave. Et il fallait tout simplement traiter leur stress post-traumatique et ne pas les traiter comme des psychotiques. Slide, s'il vous plaît. Suivant. Alors les conséquences physiques, je ne vais pas m'attarder sur ça, juste pour vous dire que les conséquences physiques, vous n'allez pas les voir peut-être très fréquemment, ça va être de la pathologie courante par rapport à la population, de problèmes d'ORL, les problèmes gynécologiques, etc. En tout cas, dans la population qu'on a pris en charge. Mais pour dire que les séquelles psychologiques, c'est les séquelles qui persistent même après des années. Et donc, identifier ces séquelles psychologiques est très important. Même si ce sont des séquelles non visibles, et ça demande des professionnels spécialisés. Donc n'hésitez pas à essayer de les identifier, à identifier des collègues, des spécialistes vers qui vous pouvez les orienter. Next. Bon, ça aussi, vous le connaissez. Je passe. Bon, ça, je garde. Donc, quand vous êtes face à une victime de traite, elle ne va pas venir, elle va vous dire « je suis victime de traite, j'ai été traumatisée, voilà mon agresseur, etc. » Elle va être dans le déni, vous allez avoir des difficultés monstres à établir le contact avec elle, et tout ça, c'est justement rattaché à toutes les séquelles psychologiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ayez en tête ces points-là. Next, s'il vous plaît. Elle va vous craindre. Ce n'est pas parce que vous êtes un institut spécialisé de médecins et de professionnels de la santé qu'un migrant va venir chez vous et va dire que voilà, j'ai confiance en ces gens-là et vous êtes très souvent assimilé à des institutions publiques, à des institutions administratives. Et c'est normal. Établir la confiance et le contact avec ces victimes demande du temps. Alors, je vais parler rapidement on a bientôt fini, de l'expérience de Nebras. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, depuis janvier 2015, on a pris en charge 418 bénéficiaires de psychotraumatisme. Les migrants représentent un pourcentage faible parce que c'est depuis une année qu'on a commencé à prendre en charge ces victimes. Slide suivant, s'il vous plaît. Les victimes de traite représentent 5% et cette prise en charge se fait grâce au référencement
de l'instance nationale de lutte contre la traite des humains et l'Organisation internationale de la migration. Il y a aussi quelques autres organisations non gouvernementales qui nous adressent des victimes, par exemple, de torture, et on se rend compte que ce sont des victimes de traite. Donc pour vous dire que c'est un problème qui est transversal, qui touche plusieurs profils. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les profils de victimes de traite, c'est des victimes de torture. Dernièrement, on a eu des victimes qui ont été adressées en tant que victimes de torture, mais au cours de l'interrogatoire, on s'est rendu compte que ce sont des victimes de traite, c'est des victimes d'origine érythréenne notamment, qui avaient un statut de réfugiés. Et donc c'était compliqué d'ailleurs de les adresser à l'OIM parce qu'ils avaient un statut de réfugiés. Donc ils étaient dépendants du Haut Commissariat. Donc ça aussi, encore une fois, la coordination entre ces à partir du moment où vous avez un statut, vous êtes bloqué. Et ça aussi, en tant que thérapeute, vous devez le comprendre. On est des professionnels de la santé et on essaie de comprendre tout cet arsenal juridique pour porter secours et en aide. Ils disent non, ça fait partie de cette agence qui s'occupe de ces personnes-là. Donc bon, mais en tout cas, très vite dans notre stratégie de prise en charge des on essaie de répondre à tout type de victimes pour éviter justement cette discrimination, moi ce que j'appellerais discrimination entre les victimes. Si vous êtes victime de torture, alors on peut vous prendre en charge. Si vous êtes victime de traite, bon, vous êtes réfugié, alors vous avez une carte de soins, vous devez travailler, mais sur le terrain, vous ne pouvez pas accéder aux services publics. Et si vous vous présentez à n'importe quelle société, ils vous disent votre papier, on ne peut pas le comprendre. Donc c'est des adultes, essentiellement des femmes, contrairement à notre population générale qu'on prend en charge, c'est essentiellement des hommes dans le cas des victimes de torture. Il y a aussi des mineurs non accompagnés et ça pose tout le problème d'hébergement de ces personnes, d'accompagnement. Différentes nationalités, donc c'est un problème international. Il y a des Ivoiriens, des Libyens, des Tunisiens, des Burkinabés, etc., etc. Donc ça aussi, on va le voir tout à l'heure dans les recommandations, tout l'aspect culturel pour les prises en charge de ces victimes. Et on a la chance au sein de nos équipes d'avoir des anglophones, d'avoir des francophones, des arabophones et d'avoir des thérapies qui peuvent justement répondre et en tout cas ne pas être comment dire, peuvent être transculturels. Voilà. Je crois que c'est d'ailleurs il y a ce qu'on appelle la psychiatrie transculturelle. Je crois que c'est une discipline aussi dernièrement. Mais bon, anyway, next s'il vous plaît. Next. Donc tout ça pour dire que ça c'est le format qu'on a appris, en tout cas que j'ai appris à l'école de médecine. Vous avez une maladie, vous faites un traitement direct et voilà. Or dans la victimologie, qui est la science qui aborde la prise en charge des victimes, next s'il vous plaît, next. On est sur un volet donc psychologique, donc biologique, médical, social, et nous on intervient next. On intervient pour cette prise en charge bio-psycho-sociale pour justement lutter contre cette perte de fonctionnalité. C'est ça le plus important. Comme je le disais tout à l'heure, si vous intervenez, vous êtes un super psychiatre, super psychologue, vous intervenez sur toutes les séquelles psychologiques et vous oubliez le volet social, ce fameux retour volontaire que souhaite la victime, eh ben, il vous manque tout le volet social. Donc ça, c'est très important. Next, s'il vous plaît. Donc, c'est un modèle global, bio-psychosocial, mais même, je dirais, spirituel, pour des victimes qui veulent une insertion communautaire, qui veulent aller... par exemple, je parle des migrants d'origine ivoirienne qui veulent assister à la messe, qui veulent être dans une communauté spirituelle. C'est très important.
Et nous, on essaye toujours de voir des organisations qui puissent justement les insérer dans leur communauté. Ça, c'est aussi très important. Next, s'il vous plaît. Donc, voilà. Ici, je citerai cette prise en charge aussi qui est une spécificité de notre institut, qui est une prise en charge, donc on a la prise en charge psychologique centrée sur le trauma, mais aussi cette prise en charge du corps, donc avec des physiothérapeutes qui sont formés justement pour... Ce n'est pas de la physiothérapie, de la kinésithérapie classique, mais il s'agit de travail sur le corps qui a subi justement des violences et rattacher ce corps à l'esprit, au cortex. Et ça aussi, c'est une prise en charge aussi qui se fait à Nebras. Next, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, j'insiste sur le travail en réseau, que ce soit de vos organisations vers d'autres organisations complémentaires ou le système de référencement d'autres organisations à vos services. Et ça aussi, ça nécessite un travail de confiance, un travail de discussion, etc., etc. Ce n'est pas facile. Le système de référencement, en tout cas dans le domaine de la victimologie, pour nous, c'est une des plus grandes difficultés et challenges auxquels on fait face. Next, s'il vous plaît. Voilà, il y a les thérapies qu'on utilise, c'est des thérapies, comme je disais, centrées sur le trauma, comme le MDR, comme la Narrative Exposure Therapy. Et ça aussi, pour nos amis avocats et juges, c'est très important de travailler sur un processus légal avec une victime qui est réhabilitée, qui peut vous raconter son histoire. Et, ici aussi, il y a des médecins légistes qui vous racontent son histoire d'un seul tenant, ou pour la Narrative Exposure Therapy, vous avez l'histoire qui est écrite par la victime avec les mots de victime. Et ça aussi, c'est un argument et un élément très important, très fort dans tout le processus de lutte contre l'impunité, le processus légal. Mais c'est une panoplie de prise en charge qui est super, c'est à la pointe, etc. Mais vous devez avoir le temps pour travailler, vous devez avoir la disponibilité. La première chose qu'on demande à nos partenaires, combien il a de possibilités de rester au pays. Combien, par exemple pour des réfugiés, combien de mois ils veulent avoir une bourse pour leur loyer, pour payer leur loyer. Sinon, on ne peut pas commencer aucune thérapie. On peut rester en contact pour stabiliser, mais tout ce que vous voyez en prise en charge, vous ne pouvez le faire que si la victime est stable sur le plan social. Next, s'il vous plaît. Alors le défi, c'est justement ce qu'on disait, c'est les aspects culturels, c'est des personnes en précarité qui est très sévère, qui font face à des problèmes de discrimination, qui ont des demandes spécifiques, qui fait intervenir plusieurs intervenants et des demandeurs d'asile qui sont là à vous demander ils disent docteur, je veux faire une demande d'asile, comment faire? Et donc encore une fois, c'est très important de savoir répondre, de savoir référer. Next, s'il vous plaît. On a bientôt fini, il reste 2 slides. Non, mais voilà. Non, laissez voilà. Merci. Alors le point important, c'est le référencement quasi systématique, on en discutait aussi avec l'instance, des victimes vers des professionnels de la santé pour justement participer et renforcer ce travail en réseau pour les victimes. Et même au sein de notre équipe, parfois, la victime est vue par plusieurs thérapeutes justement pour faire l'évaluation. Elle est vue par un psychiatre, un psychologue, moi-même médecin, physiothérapeute, pour essayer de comprendre les différentes facettes de cette victime, les différentes facettes de ce traumatisme. Il peut se confier sur certaines choses à une thérapeute
parce qu'il y a un transfert et un autre thérapeute sur une autre histoire. Et dans notre comité de médicaux, chacun apporte une version, bien sûr avec le consentement du bénéficiaire, apporte une partie, une version de l'histoire traumatique qui participe à la bonne prise en charge des victimes. Et encore une fois, c'est pluridisciplinaire. Moi, je me rappelle toujours du désarroi de nos psychologues qui disent ils veulent un retour, ils veulent régulariser cette situation administrative. Et même les thérapeutes sont en désarroi face à des demandes auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Et nous aussi, justement, en tant qu'équipe, on apporte ces réponses dans une équipe pluridisciplinaire. Next, s'il vous plaît. Next, s'il vous plaît. Donc ça aussi, je remercie tous les partenaires qui nous ont soutenus pour justement offrir une prise en charge globale et que les victimes ne soient pas gérées sous des projets, sous des financements spécifiques, qu'à partir du moment où vous êtes victime de torture, que vous pouvez bénéficier de telle assistance, on peut vous aider. On a aussi un fonds pour la prise en charge des femmes victimes aussi de violences sexuelles. Donc, on essaie d'avoir une prise en charge la plus globale et la plus durable. En tant qu'organisation de la société civile, un des points faibles des organisations de la société civile, c'est la pérennité des services que vous offrez pour les victimes. Et en victimologie, si vous n'avez pas des services qui sont pérennes, qui sont durables, c'est difficile d'entreprendre des prises en charge qui sont très longues dans le temps et qui demandent beaucoup de moyens pour des victimes de violences. Next, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, je remercie les thérapeutes. Ça, c'était dans le cadre d'une session, ce qu'on appelle les self-care. C'est pour ça que tout le monde rit dans cette photo. C'est des sessions de stress management qu'on fait régulièrement pour nos équipes. Et ça aussi, je remercie tous les intervenants qui veulent travailler dans ce domaine qui est très difficile et très complexe. Et je vous invite à discuter entre vous, à trouver des systèmes, des mécanismes aussi pour vous, en tant qu'aidant, de soutien, aussi j'allais dire, de prise en charge en tant qu'intervenant pour les victimes de violences. Merci beaucoup. Merci. Merci.